nous sommes à présent en plateau avec Marc Touati, président du cabinet ACDFI, qui nous présente son livre Un monde de bulles aux éditions Bocchelis. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors je montre le livre, donc Un monde de bulles, 10 ans après le crash de 2008, comment éviter une nouvelle crise? Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, on va vers une nouvelle crise? Je pense qu'elle a déjà commencé malheureusement, on parlait tout à l'heure avec effectivement l'Italie, et puis bien sûr les marchés boursiers qui dévissent. Alors ça, on a eu un premier coup de semonce au mois de février, puis là maintenant ça revient un petit peu sur le tapis pour une raison simple, c'est que les grandeurs financières ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Alors le danger, c'est que habituellement on n'a qu'une seule bulle. On a eu la bulle asiatique, la bulle des subprimes, etc. Là on a plusieurs bulles en même temps. Et bien sûr la bulle boursière, la bulle obligataire, qui sont les deux plus dangereuses. Bon, je parle aussi des crypto-monnaies, l'immobilier, etc. Bon, il y en a plusieurs. Et donc c'est que on ne sait pas trop comment justement pouvoir sortir de toutes ces bulles à la fois. Donc c'est pourquoi j'ai voulu non pas faire peur, mais alerter, prévenir qu'effectivement il ne faut pas entre guillemets imaginer qu'on va continuer à croître comme ça de façon durable. D'ailleurs, ça ne serait pas salutaire. Il faut savoir que à peu près tous les 10 ans, on a une crise à peu près, je dirais, dans la réalité économique globale, au niveau mondial. Et donc, le dégonflement de bulles permet justement de reconnecter les marchés, les grandeurs financières par rapport à la réalité économique. Et ensuite, on peut redémarrer sur des bases plus saines. Donc, c'est pas forcément un mal. C'est ça qui est un peu surprenant, effectivement, quand on lit votre livre et qu'on voit toutes les bulles dans lesquelles, auxquelles on peut faire face aujourd'hui ou auxquelles on a pu faire face avant, c'est qu'on se dit que finalement la bulle n'est plus une anomalie, mais c'est devenu quelque chose de normal qui vient réguler en fait les anomalies sur la dizaine d'années. Alors c'est vrai que ce qui est normal, c'est quand les bulles se dégonflent. Mais le problème, c'est que très souvent on a peur justement de ce dégonflement. Et donc c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. En fait, cette bulle, j'ai commencé à l'identifier il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, notamment sur les marchés boursiers, mais surtout sur les marchés obligataires. C'est-à-dire que on a une dette là la plus grosse bulle aujourd'hui. Oui, je pense la plus dangereuse, c'est cette dette publique qui augmente. D'ailleurs, pas que publique, toutes les dettes augmentent. Aujourd'hui, on a 240 000 milliards de dollars de dettes au niveau mondial. C'est-à-dire à peu près 320% du PIB mondial. Donc c'est évidemment dramatique, mais surtout, c'est que normalement, quand on a une telle dette, on pourrait espérer une croissance très forte, notamment pour nous en Europe ou en France, et c'est pas du tout le cas. Et donc, on a l'exemple, bien sûr, dernièrement avec l'Italie, et là, on a vu qu'en quelques semaines, en quelques mois, les taux d'intérêt de la dette publique italienne sont passés de 1,5% sur le taux 10 ans à 3,60 aujourd'hui. Donc ça peut aller très vite. Et là, bien entendu, l'Italie, c'est pas la Grèce, parce qu'on me dit souvent, bon, on a réussi à négocier la dette grecque, maintenant on va s'arranger avec l'Italie. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'Italie et ça va fonctionner. Ça n'a rien à voir. Hein. La Grèce était à peu près 300 milliards d'euros de dette, 2,5% du PIB de la zone euro. L'Italie, c'est 2300 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 130% du PIB italien. L'Italie elle-même, c'est plus de 15% du PIB de la zone euro. Donc, entre guillemets, c'est un gros morceau. Et quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, le piétinement, effectivement, je dirais, du représentant italien à la Commission européenne, ça fait un peu froid dans le dos. On se dit, là, on rentre, effectivement, dans une sorte de clash. Et bien entendu, ça rappelle que la zone euro n'est pas terminée, que la zone euro est bancale. Et puis en plus de ça, si on rajoute, il n'y a pas de leader. C'est-à-dire que quand on a eu en 2008 la crise, on a pu relancer la machine, on a pu baisser les taux d'intérêt, on a fait de la relance budgétaire, la planche à billets, et ça a fonctionné. Tant mieux, enfin fonctionné en partie, puisque ça a alimenté justement ces bulles que j'évoque. Par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si jamais on a une nouvelle crise, qui commence, selon moi, eh bien, comment va-t-on faire pour relancer la machine? On a déjà des taux d'intérêt à zéro, la planche à billets, on l'a déjà faite, d'ailleurs, il faut l'arrêter. On n'a plus de solution. On n'a plus de marge de manœuvre. Et en plus, les dirigeants n'ont pas les coups des franches. Que ce soit Mme Merkel, effectivement, en Allemagne. C'est vrai qu'on se souvient justement du duo Sarkozy-Merkel à l'époque, où on avait l'impression quand même effectivement qu'il y avait un leader en Europe. Il y avait Sarkozy-Merkel, il y avait Gordon Brown, il y avait Obama qui commençait à arriver, qui avait envie de changer le monde, etc. Donc on a eu confiance. Et c'est vrai que, moi je me souviens, début 2009, tout le monde avait très peur. J'avais fait un livre aussi à l'époque en disant le contraire d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça va redémarrer. Effectivement, ça a redémarré parce qu'on a pris les choses en main. Là aujourd'hui, Merkel qui est affaiblie en Allemagne, Macron, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire, l'Italie qui joue de son côté, Trump qui joue America First, les Chinois pareil, les Russes pareil. Enfin bon. Donc on ne sait plus donner de la tête. Donc en fait. On se dit, le vrai problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ou alors chacun veut piloter dans son sens. Et donc il n'y a pas, n'oublions pas que l'Europe, elle est là pour justement essayer de canaliser et de sauver le système. Et là aujourd'hui, on a des vrais dangers. Et puis parallèlement, ce que j'évoque aussi dans le livre, c'est que dans la prochaine crise, pour moi, il n'y a que 3 pays qui peuvent s'en sortir. Parce que justement, ils ont réussi à reconstituer des marges de manœuvre. C'est ça l'économie, c'est cyclique. C'est-à-dire que, comme on sait que tous les 10 ans, il y a une crise, c'est pas trop grave, mais encore faut-il, pendant ces 10 années, réussir à reconstituer les marges de manœuvre pour relancer la machine. Donc qui aujourd'hui peut le faire? Vous avez l'Allemagne, qui a un excédent public, mais l'Allemagne ne jouera pas européen, elle jouera surtout pour eux, notamment pour sauver la Deutsche Bank par exemple. Vous avez les États-Unis qui auront donc remonté les taux d'intérêt monétaires, et donc ils pourront les baisser, qui ont également un taux de chômage de plein emploi. Et qui jouent aussi un petit peu pour eux en ce moment. Qui jouent pour eux et qui ont surtout le dollar, donc ils sont relativement tranquilles. Et vous avez la Chine, qui a 3 000 milliards de dollars de réserves de change, donc qui pourra également relancer la machine. Mais nous là-dedans,
nous, c'est-à-dire la France, la zone euro au sens large, hors Allemagne, pardon, qui peut effectivement sauver cette croissance, qui peut relancer la machine. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on n'a pas réussi à reconstituer les marges de manœuvre. Quand on voit ce qui se passe en Italie, c'est vrai que c'est très douloureux pour eux. Vous savez qu'aujourd'hui, le niveau du PIB italien, hors inflation, est encore 5% inférieur à celui de 2008. Donc pour eux, la crise n'est toujours pas finie, donc c'est vrai que c'est très dur. Donc aujourd'hui, le problème c'est qu'on leur dit oui, il faut baisser les impôts, il faut essayer de relancer la machine, certes, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc on ne peut pas comme ça continuer à augmenter les dépenses publiques en disant vous inquiétez pas, on va baisser la dette. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Parce que là, si je vous comprends bien, ça veut dire que l'Italie en fait n'est pas un problème isolé, mais c'est un premier indicateur de ce qui pourrait nous arriver à tous bien demain sûr, en Europe. Ça va nous arriver. Le problème c'est que tôt ou tard, il faut qu'une sanction se produise. Alors bien sûr, hier Mario Draghi a dit ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis le pompier, je vais tout vous sauver. Ok, mais il ne pourra pas faire des miracles non plus. Et puis surtout, on n'a pas ce jeu coopératif au sein de la zone euro, parce qu'on voit mal aujourd'hui Mme Merkel dire bon allez, pas de problème, on va payer la facture. N'oubliez pas que dans le projet italien, il y a notamment de retirer du calcul de la dette publique toute la dette détenue par la BCE. Donc ça veut dire qu'on va financer cette dette. Bon allez, on va s'arranger entre nous. On est à zéro. Faut être sérieux. Derrière, il y a évidemment des petits porteurs qui détiennent cette dette, au-delà des États. Donc ce que j'appelle, c'est à la prudence. C'est-à-dire, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste simplement anticiper. Les crises sont toujours des phases d'opportunité. Simplement, il faut savoir lorsqu'elles arrivent. Donc là, elle est en train de se produire. Et donc ça veut dire qu'il faut être le plus liquide effectivement possible. Profiter de faire des petits allers-retours si on peut, si on aime ça. Ne surtout pas acheter des dettes publiques parce que c'est très dangereux. Les taux vont remonter un peu partout. Et donc évidemment, à ce moment-là, on aura des moins-values sur les placements obligataires. Alors qu'est-ce qui est sûr? Parce que il y a 10 ans, on vous disait quel est le placement sûr? On disait justement acheter des obligations, acheter de la dette publique. Tout à fait. C'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, comme il y a plusieurs bulles, habituellement, quand il y a une bulle qui explose, on a ce qu'on appelle le flight to quality. Bon, la bulle obligataire se dégonfle, allez, on va aller ailleurs. Sauf que là, les marchés aussi, les marchés boursiers sont sur des sommets. Donc, où va-t-on aller? L'immobilier, pareil, sur des sommets. Les bitcoins, j'en parle même pas. J'en parle justement dans le livre pour dire. Il y a un chapitre dessus. Il faut être très attention, il faut faire très attention. Mais c'est bon, les sommets ont déjà été touchés. Là, voilà, ça, heureusement, la bulle s'est déjà dégonflée. Mais donc, il faut aujourd'hui rester liquide. L'immobilier, on peut éventuellement en prendre sur le très long terme. Et puis, bien sûr, moi, je pense que je ne crois pas à un crack absolu. Je ne crois pas non plus en 29. On réussira à redémarrer quand même malgré tout. Donc, à partir de là, on pourra revenir sur les marchés. Mais là, il faut faire le dos rond. Il faut rester prudent. Investir dans ces entreprises, par exemple, si on a une propre entreprise, se dire, voilà, au moins, quand tu auras la prochaine crise, je serai prêt pour réagir. Profiter des taux d'intérêt qui sont encore bas aujourd'hui pour justement investir et innover. Et puis surtout, ce que je dis, le conseil de la fin du livre, c'est un peu carpe diem, quoi. Il faut profiter de l'instant présent parce que comme il y a tellement de risques, on ne sait pas trop demain où on va aller. Et alors justement, vous parlez aussi de l'économie numérique, par exemple. L'économie numérique, où on pourrait penser que c'est un gros relais de croissance, justement, parce que c'est des entreprises énormes aujourd'hui. Alors vous, ce que vous nous dites, en fait, c'est que les valorisations sont délirantes par rapport au chiffre d'affaires. Alors c'est vrai qu'on le sait un petit peu, mais donc il y a une bulle aussi. Non, mais là, il y a vraiment un gros problème. Là, c'est la bulle Internet. Alors vous l'avez peut-être pas connu, vous étiez jeune à l'époque. Moi, je l'ai vécu. C'est vrai qu'on ne voulait pas y croire. On disait non, tout va aller bien, c'est un nouveau monde. C'est vrai que c'était un nouveau monde en partie, mais il y a eu beaucoup de casse. Mais là, c'est pareil. Donc j'ai découvert, par exemple, qu'il y a aujourd'hui dans le monde 250 licornes, ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des petites boîtes qui gravitent autour du numérique. Et donc 250 licornes. C'est celles qui sont possibles, enfin qui peuvent potentiellement atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires. En tout cas, on croit là-dessus. Alors simplement qu'elles sont aujourd'hui, 250 d'entre elles, valorisées 1 milliard de dollars chacune, mais elles n'ont jamais gagné un centime. Et je pense qu'il y en a peut-être 4-5% qui gagneront. Alors si on est dans les 4-5%, ça va, mais dans les autres, ça veut dire qu'il y a évidemment beaucoup, là aussi, d'incertitudes et beaucoup de casse qui va se produire. Je parlais avec un investisseur dernièrement d'un fonds d'investissement qui me disait ça devient dangereux parce que les boîtes sont tellement chères que je sais très bien que si j'investis, je vais perdre l'argent. Donc là aussi, c'est pas très sain, vous voyez, ce comportement. Quand on a des entreprises, notamment du numérique, qui ont ce qu'on appelle les price earning ratio, des valorisations, normalement la valorisation normale c'est 12-15, qui sont à 30, 40, 50, voire 300 pour Amazon. On s'est attendait, il y a quand même des dangers, surtout que tout ce secteur n'est pas encore réglementé d'un point de vue fiscal, je dirais d'un point de vue également de la réglementation antitrust, etc. Il y aura des mesures qui vont être prises. Donc là aussi, il faut rester extrêmement prudent. Donc c'est là où il faut pas croire au Père Noël, il faut ne pas oublier, même si c'est bientôt Noël, mais il faut pas y croire. C'est-à-dire que globalement, on doit se souvenir qu'il y a toujours le couple rendement-risque. Si j'ai un rendement élevé, même un potentiel de rendement élevé, ça veut dire que j'ai un risque élevé. Faut arrêter, c'est ce que j'évoque, c'est que pourquoi les bulles sont malheureusement inévitables? Parce que c'est une sorte de cupidité humaine. C'est pas. En fait, c'était ma question parce que vous parliez de la bulle Internet. Alors effectivement, j'étais jeune, je l'ai pas connu, mais je me souviens de la crise de 2008 où Nicolas Sarkozy dit à un moment, on va réguler la finance. Bon, c'était un petit effet d'annonce, voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Mais là, on reva vers une bulle dans l'économie numérique. Pour prendre cet exemple-là, on se dit, mais quand même, enfin, on a la mémoire courte puisque c'était il y a 20 ans.
oui, mais c'est ça. Non, mais le problème, il est là, c'est que, alors c'est pas un problème simplement de marché financier, c'est simplement la cupidité humaine. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive toutes les semaines, on me dit, monsieur Totti, il n'y a pas un produit comme ça où je peux investir, je vais gagner beaucoup, mais sans risque, hein, bien sûr. Je dis non, ça n'existe pas. Donc le problème est vrai que normalement, après 2008, quand tout ce qu'on a mis dans le circuit économique, ce qui est énorme, hein, on a fait une relance mondiale de 5 000 milliards de dollars, juste la relance budgétaire, la planche à billets, etc. Rendez-vous compte, 4 000 milliards aux États-Unis. En avant finalement, en fait, non, parce que normalement, justement, ça devait restaurer une croissance forte. Et c'est là où ça a un petit peu dévié. C'est comme justement, on n'a pas eu assez confiance dans cette reprise, notamment chez nous en Europe, eh bien, ça a servi à alimenter notamment la bulle sur la dette publique. Et comme on le sait, l'État n'est pas un modèle d'efficacité économique. Donc on a mis de l'argent, effectivement, dans les États, mais les États ne sont pas, encore une fois, une garantie de croissance forte. C'est ça le problème. Les seuls qui ont réussi à le faire, c'est pour l'instant, effectivement, les États-Unis ou les Chinois, certains pays émergents, mais il y en a également qui souffrent. Et nous, en Europe, en France, on est un petit peu bloqué. Donc c'est là où, globalement, il faut aussi qu'on se retrousse les manches au niveau public. Quand on parle de l'Italie, il faut savoir que sur la dépense publique, l'Italie avait une dépense publique de 57% du PIB en 93. Ils sont aujourd'hui à 48%. Nous, les Français, on a fait l'inverse. On était à 48%, on est à 57%. C'est-à-dire que les Italiens ont fait beaucoup plus d'efforts que nous. Vous voyez. Alors, et ils se retrouvent dans ces situations-là. Mais nous, ça peut également, quand je dis nous, la France, bien entendu, ça peut également nous arriver. C'est là où il faut être extrêmement prudent. Et moi, j'aimerais avoir des dirigeants politiques, parce que ça fait 20 ans que je les côtoie et finalement ça ne sert à rien, qui prennent les bonnes mesures. Et ça n'arrive toujours pas. Et là aussi, ce que j'évoque, parce que je parle de bulles, il y a des bulles politiques également, alors que ce soit la bulle Macron ou la bulle Mélenchon, hein, qui est en train de se dégonfler d'ailleurs, et tant mieux. Tout ça fait que aujourd'hui, la bulle n'est pas simplement financière, c'est simplement cet effet d'aveuglement collectif qu'on a. Donc c'est pourquoi je fais ce livre, pour dire attention, il faut prendre du recul, sortir de l'aveuglement collectif et savoir de quoi on parle, retrouver simplement le bon sens. Voilà. Et alors, justement, donc là on a parlé de la zone euro, les États-Unis, donc c'est selon vous un des 3 pays qui peut s'en sortir. Pour le coup, on peut aussi parler d'aveuglement collectif quand on parle de Donald Trump, mais là aujourd'hui ils ont la bonne stratégie face à ce monde de bulles. Je dirais que Donald Trump, il a fait un pari énorme, c'est-à-dire qu'en fait quand il arrive au pouvoir, c'était la fin du cycle américain. Vous savez que l'économie américaine est très cyclique, donc c'était quasiment la fin, et lui il a dit non, je vais relancer cette croissance en baissant fortement les impôts. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il a relancé, là, nous vivons aujourd'hui aux États-Unis le cycle le plus long de l'histoire américaine, donc ça c'est incroyable. Maintenant, les arbres ne montent pas au ciel, donc même si le ciel est très haut, tôt ou tard ça va effectivement ralentir. Là où ça devient dangereux, c'est quand Trump prône effectivement une forte hausse du protectionnisme. Là il y a un problème, puisque pour avoir 3% de croissance mondiale, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut avoir 10% de croissance du commerce mondial. Donc si on a du protectionnisme, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où on retombe sur la bulle boursière, puisque pour justifier un Dow Jones, même à 24 000 points, même à 25 000, il faudrait une croissance mondiale de 8%. On est à 3. Donc c'est bien 3, mais c'est pas 8. Donc c'est là où il faut effectivement, avoir ce ralentissement logique des indices boursiers pour partir ensuite sur des bases plus saines. Donc c'est bien ça, cette rationalité économique doit l'emporter. Mais c'est vrai que c'est la nature humaine, des fois ça dérape, des fois on oublie le bon sens, c'est ce qui fait qu'on a ces bulles. Merci beaucoup Marc Toiti. Je rappelle donc que dans votre livre vous parlez d'un certain nombre de bulles, vous parlez donc évidemment de la bulle Internet, vous parlez aussi de la bulle des Internet, bulle numérique on va dire. Ouais, L'Internet, oui, c'était l'ancienne bulle. Parce qu'il y a une première partie sur les anciennes bulles, effectivement. Après, je commence même à la tulipe au XVIIe siècle. C'est vrai que vous revenez effectivement sur la tulipe, sur 1929, sur la crise, la crise non, mais pour rappeler que l'histoire se répète, c'est vrai qu'on oublie. C'est l'être humain, il est comme ça, on a tendance à oublier. Mais par exemple, au XVIIe siècle, un bulbe de tulipe valait l'équivalent d'un hôtel particulier à Amsterdam. Complètement fou, c'est pire que le Bitcoin presque. Mais donc, puis après, évidemment, ça s'est effondré. Donc, il faut garder, bien entendu, cette raison. Sinon, évidemment, ça peut coûter très cher. Voilà, donc Un monde de bulles, donc par Marc Toiti aux éditions Bouquelis. Merci beaucoup Marc Toiti. Merci à vous, avec nous en parler. Et je rappelle donc que vous êtes président du cabinet AC Défi.